Salut, vous écoutez Femme Kachayeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Margval, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, vous me retrouvez pour un épisode spécial. Enfin, je devrais dire un épisode qui marque le début de la fin, puisqu'il s'agit du dernier épisode de la saison 2 du podcast. Pour ce tout dernier épisode, j'ai souhaité avoir à mes côtés Tessa, écrivaine et fondatrice de Neg Magazine, pour discuter de son travail sur la scène littéraire caribéenne autour de l'identité, du féminisme et de la décolonisation. Puisque je cite « Qui suis-je ? Qui m'ounoyer ?» Et c'est par cette interrogation qu'il entame seul son cheminement vers la décolonisation de soi. Fin de citation. Bonjour Tessa, comment vas-tu ? Bonjour Mélissa, ça va très bien et toi, comment vas-tu ? Ça va, merci beaucoup. Alors la citation que je viens tout juste de citer, je me trouve toujours un petit peu bête pour dire ça comme ça, mais bon. Donc cette citation, elle est de toi, Tessa, et plus précisément de l'édito de la 2e édition de Neg Magazine. Je t'avoue qu'après la lecture de ton livre « Lettre ouverte à la femme créole », j'ai eu du mal à choisir une citation, tellement tes mots me touchaient et résonnaient avec le podcast. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une rétrospective de ton travail me semblait plus pertinente. Mais avant de poursuivre, et surtout pour mettre un frein à mon envolée lyrique, Tessa, dis-moi, qui es-tu ? Alors, c'est une question que j'ai un peu du mal à répondre parfois. Mais je dirais que premièrement, je suis une écrivaine. C'est ce qui me caractérise le plus parce que j'ai écrit toute ma vie, en tout cas depuis très jeune. Donc, je suis déjà une écrivaine d'origine guadeloupéenne. Je suis née à Basse-Terre. Au-delà de ça, je suis installée au Québec depuis 4 ans maintenant. J'y travaille. J'ai fait mes études au Québec. J'ai aussi fait mes études en Guadeloupe. Mais bon, c'était un peu la période de l'université touillonne. Pour moi, ce serait ça, en fait, ma présentation la plus juste. Après, j'aurais beaucoup de choses à dire sur mon enfance. Étant donné que tu viens de dire que tu es écrivaine et que tu le sais depuis que tu es petite, peut-être qu'on aura l'opportunité de parler de ton enfance. Et si je peux me permettre, tu me diras si la question est un petit peu curieuse ou pas. Mais pourquoi le Québec ? Pourquoi le Québec ? C'est une question qu'on me pose souvent. Le Québec, ça a été surtout après une discussion avec mon frère qui vit au Québec justement depuis plus de 11 ans et qui me disait c'est ça. Okay. Il est vraiment je dirais pas qu'il est intégré parce que c'est vraiment un Antillais installé au Québec. Je vais revenir sur cette notion qui est très importante. Mais il me disait tout le temps, c'est quelqu'un qui a vécu en France, il me disait tout le temps que le Canada, c'est un milieu qui me correspondrait plus que la France. Il disait pas ça du tout par rapport à la Guadeloupe, mais vraiment par rapport à la France, parce que j'ai été un moment sur Strasbourg. Et c'est vrai que la France, j'ai eu un peu, je dirais, un dégoût de la France. Mais vraiment un dégoût prononcé. Ouais. La preuve, j'y mets plus les pieds en fait. Donc le Canada, ça a été surtout ça. Ça a été vraiment l'appel de la création, l'appel d'une autre mentalité, d'une autre façon de voir les choses, d'une autre construction sociétale. Et puis en arrivant au Québec, je me suis rendu compte aussi que le Québec avait ses défauts, mais que j'étais un peu plus en accord. Même pas en accord, je suis plus capable d'accepter cette société que la société française. C'est un peu chose que je dis, mais ayant la nationalité française, mais ça rentre aussi dans mon questionnement. En fait, depuis que je suis au Canada, je songe énormément à renoncer à ma nationalité française. Donc, tu vois, ça va très loin. La question de sa nationalité française, c'est un débat qui est malheureusement très ancré, qui est très difficile. Je suppose qu'au cours de tes discussions, ou en tout cas au cours de tes recherches sur le décolonialisme et comment on peut aborder par exemple autant l'indépendance, l'autonomie que la décolonisation, la question de la nationalité est malheureusement une question qui sera dure à aborder. Et en plus qui est centrale en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'ose pas souvent l'aborder. C'est-à-dire qu'on dit oui qu'on a aux Antilles, on a ce flou identitaire. Tu vois, ça rejoint un peu la question identitaire. On a une nationalité. Ça me rappelle l'artiste. Je parle beaucoup de lui, Snotty Noise, qui disait dans une de ses chansons, je suis comme
une bouteille de Capes avec une étiquette de Perrier, en fait. Et cette métaphore, en fait, cette image, ça me rappelle un peu les Antillais, c'est-à-dire cette nationalité, mais qui finalement traduit une société qui ne nous correspond pas, en fait, un système qui ne nous correspond pas. Et donc, la question de la nationalité française, je me la pose énormément et encore plus depuis que j'étudie Fanon. Et Fanon, je suis fan de Fanon. Donc, c'est ça qui m'a aussi interpellée, en fait. Ouais, je comprends. Et en plus, le Canada, sur les questions décoloniales, de tout ce qu'on peut voir avec les indigènes, enfin les indigènes, les natifs. Je pensais au terme anglais, mais je me rappelle jamais. C'est quoi le terme les natifs? Oui, les natifs, tout simplement. Mais ici, ils disent essentiellement les autochtones. Oui, voilà, merci. Etc. Il y a plusieurs. À chaque fois, je pense à j'arrive même pas à le dire. Ouais, je vois, tu penses au mot anglais. Mais c'est vrai que la question décoloniale, on la retrouve, alors, plus facilement abordée, je ne sais pas, peut-être que c'est encore l'un de ces clichés qu'offre le Canada et peut-être en particulier le Québec. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut en parler, alors que être en France aussi, j'ai eu malheureusement la même expérience, et je reviendrai pas puisque je crache sur la France malheureusement dès que je peux. Donc je vais éviter pour cet épisode. Mais en même temps, la question justement de ton identité en tant aussi qu'écrivaine vivant à l'étranger et abordée aussi dans tes œuvres, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu souligner dans Lettres ouvertes à la femme créole. Alors, je ferai beaucoup référence à cette œuvre. Malheureusement, je n'ai pas encore lu toutes tes œuvres, tous tes autres livres, mais j'ai tellement apprécié celui-ci que j'ai beaucoup de surlignages. Et il y a quelque chose que tu dis, notamment sur le fait de partir, et on te donne très souvent ce commentaire que oui, tu es parti, et comme quoi tu as changé. Et j'aime bien quand tu dis je suis partie, je suis revenue, et pourtant tout est pareil. Même à l'étranger, la question de l'identité reste en fait dans ta plume. D'ailleurs, merci d'avoir lu cet ouvrage, et je t'avoue que cet ouvrage est celui qui est le plus proche, en fait, question que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, c'est pas si grave que ça soit le seul que tu aies lu. Au contraire, que jusqu'ici, c'est un peu le plus important de mon parcours d'auteur. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une lettre intime, en fait. C'est vraiment, j'ai été au bout de l'intimité dans cet ouvrage. J'aborde justement cette question d'identité à l'étranger, très importante, parce que je me suis rendu compte d'ailleurs, tu as dit quelque chose de très important quand tu as dit que ici c'est possible d'aborder ces questions-là. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la question de l'identité, s'intéresser à notre rapport entre comment les Antilles vivent avec le fait d'avoir une forme de tutelle française, etc. C'est quelque chose qui a été beaucoup, je dirais, abordé au cours de mes études. C'est-à-dire que mes professeurs s'intéressaient à ça, les étudiants autour de moi s'intéressaient à ça. C'est aussi au Canada que j'ai connu mon premier cours de théorie postcoloniale. C'est au Canada que j'ai pris mes premiers cours de créole haïtien. Tu vois, c'est quand même quelque chose, en fait, surtout que je suis pas dans une grande ville. Je suis pas à Montréal. On pourrait se dire qu'à Montréal, c'est tellement normal, donc c'est une grande ville, etc. Mais je suis à Sherbrooke, en fait. Je suis à 1 heure de la frontière américaine. Ah, ouais. Je suis près de tout ce qui est Stansted, etc. Donc, c'est vraiment l'Estrie. C'est une région qui est à 1 heure de Montréal, voire 2 heures en bus. C'est pas la destination principale des Antillais. J'ai rencontré une qui était d'origine antillaise, donc c'est-à-dire qu'elle est d'origine haïtienne. C'est ma prof, en fait. Et c'est elle qui me donnait justement les cours de littérature, de Caraïbes et de théorie postcoloniale. Ces cours-là intéressent énormément les gens de Sherbrooke ou les gens du Canada en général. C'est-à-dire qu'on peut aborder ça. Et c'est une question, les théories postcoloniales qu'on refuse et qu'on rejette encore en France. Ce sont des théories qui parfois se font traiter limite, le terme qu'ils ont employé, c'est islamo-gauchiste, en fait, tu vois. Donc, oui, exactement. C'est exactement ce que j'ai été dit. C'est un extrême incroyable. Quand je vois qu'ici, c'est inscrit dans mon quotidien de parler de ces choses-là, je me rends compte du décalage, en fait. Le fait qu'il y ait cette place dans la société, ça m'interpelle beaucoup parce que je n'ai jamais l'impression que, en étant en France, en ayant une nationalité française, même en fréquentant des Antillais, je n'ai jamais l'impression que cette place comme personne membre de la société française
Tu vois, donc c'est ça le choc, c'est d'aller à l'étranger et de se rendre compte que tu as plus de place à l'étranger que là où tu as ta nationalité. Je comprends tout à fait. C'est vrai que on a très souvent l'impression que l'intérêt premier qu'aura la France, en tout cas le gouvernement français pour ses départements d'outre-mer, sera tout d'abord pour les lieux de vacances, donc tout ce que ça peut offrir pour les Français moyens. Et puis par la suite, en fait, les athlètes. Et à partir de ces deux thèmes, il n'y a plus rien. La Guadeloupe, par exemple, c'est ses athlètes et c'est les plages et c'est les doudous. C'est tout en sorte d'une une même thématique récurrente. Et il n'y a rien en fait sur nos mouvements politiques, les mouvements finalement intellectuels de révolte et de résistance. Tout ça est mis dans un même carcan d'être en fait des personnes qui détestent simplement la France, alors qu'il y a tellement de couches à toutes ces mouvances différentes. Exactement. Mais je m'éloigne et voilà, c'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire, c'est de partir un petit peu loin. Tu avais dit justement au début, et ça me permet aussi de relier en fait ton travail d'écrivaine à ta place et à ta localisation, puisque tu as dit que tu voulais être écrivaine depuis très longtemps. J'ai vu que tu avais sorti ton premier livre en 2016, si je me trompe pas. Exactement, 2016. Voilà. Alors, je reviens sur ce que tu as dit par rapport au fait d'être toujours écrivaine. En fait, je ne voyais pas du tout vivre du métier d'écrivaine ou que ça devienne un métier. C'est-à-dire que quand je dis que je suis écrivaine depuis toujours, c'est que j'écris depuis toujours. Ça fait partie entièrement de mon existence. La dernière fois, je le disais, ça fait partie de mon être. Oui. L'écriture, c'est la meilleure partie de moi-même. Je sais pas comment les autres écrivains vivent leur rapport avec l'écriture, mais moi, je sais que c'est ça. C'est la meilleure partie de moi-même. C'est la partie qui, comme je disais, n'échoue pas. C'est la partie qui n'a pas de limite, qui est sans limite, qui est sans censure, qui va au plus profond du moi. Si tu ne m'as pas lu, tu ne peux pas me connaître. C'est ce que je dis tout le temps. Et ma meilleure façon d'aimer l'autre, c'est d'écrire sur l'autre. C'est comme ça que j'aime mon écriture. Donc, tu vois, l'écriture, c'est un rapport dans ma vie qui est limite, c'est spirituel et c'est évolutif parce que j'ai grandi en voyant mûrir l'écriture. L'écriture m'a vu mûrir et du coup, notre rapport a mûri. Donc, à l'époque, écrire, c'était juste un passe-temps, en fait. Ouais. Quand j'ai grandi, c'est devenu une passion non assumée. Après, c'est devenu une passion assumée. Une passion non assumée, carrément. Non, mais totalement, puisque je disais souvent, je me rappelle quand j'étais jeune, je disais, mais de toute façon, l'écriture, je vais pas en faire mon métier. C'est quoi être écrivain, tu vois? Pourtant, j'écrivais tout le temps. Mais j'avais ce regard sur le métier d'écrivain en mode ça me correspond pas. Tandis qu'aujourd'hui, je dirais différemment. On m'a posé la question la dernière fois. Une amie, elle m'a demandé, mais si tu pouvais avoir un salaire en fait mensuel par rapport à l'écriture, est-ce que tu serais en train d'écrire tous les jours ou tout le temps, ou est-ce que tu ferais ça de ta vie? Et je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, je crois. Et je m'étais jamais posé la question. Elle a posé la question et ça a été super important pour moi parce que ça m'a permis de voir que j'ai évolué à ce niveau. Tu vois, quand j'étais jeune, je disais que je voulais être pédiatre. J'ai rien à voir. Mais de toutes les façons, on change. Et ouais, c'est sûr. Et quand alors, j'ai trouvé vraiment ça très beau lorsque tu as dit que tu écris sur ce que tu aimes. Ton ouvrage, donc Lettre ouverte à la femme créole, tu écris sur ton amour sur la femme créole, mais tu écris aussi ton amour pour la Guadeloupe, pour en fait ton peuple et pour le créole également. Finalement, écrire sur aussi la Guadeloupe, c'est assumer le fait qu'on puisse aimer notre île avant finalement la France patrie, qui était l'objet d'adoration de générations avant nous. Et c'est aussi quelque chose de militant d'écrire sur son amour sur la femme créole, d'écrire son amour sur la Guadeloupe. Est-ce que tu penses que, étant donné que tu as dit que tu avais mûri, ton écriture avait mûri, est-ce que tu penses que tu as pu aussi déclarer ton amour pour la femme créole, pour ton peuple et ton île, et finalement en fait pour quelque part l'indépendance de la Guadeloupe, enfin
Tu me dis si je vais un peu loin. J'avais l'impression que tu prenais aussi l'indépendance de la... Je suis sur la bonne voie, en fait. Ok, c'est bon. Cool. Et du coup, je me demandais si... Mais souvent, on me demande si en fait, je suis plus une vision indépendantiste, où je me situe, etc. J'ai pas honte de le dire, j'étudie ces questions. J'étudie ces questions à savoir est-ce que c'est quoi l'indépendance, c'est quoi l'autonomie, etc. Mais si tu me demandes là maintenant, tu es pour l'indépendance de la Guadeloupe? Bien sûr, je suis pour l'indépendance de mon peuple, l'émancipation de mon peuple, parce que je suis profondément convaincue qu'en ce moment, en tout cas, il y a peut-être une émancipation intellectuelle en marche, une émancipation culturelle en marche, mais l'émancipation du territoire, de la construction de la société, d'un système qui nous est adapté, est quasi inexistante, en fait. Et on le voit encore plus ces derniers temps avec ce qui se passe chez nous. Comment les décisions sont prises, etc. Donc, je ne veux pas m'éloigner, mais ce que je veux dire, c'est que ce livre, en tout cas, comme tu l'as bien cerné, parce que Lettre ouverte à la femme créole, j'ai vraiment parlé à la femme, entre guillemets, créole, parce que maintenant j'utilise de plus en plus ce terme, et tu sais que c'est énormément contesté de plus en plus dans le milieu décolonial. Mais, oui, ouais, tout à fait. Mais en fait... autant la femme créole, comme tu dis, que mon île, en fait. Je me suis rendu compte que la Guadeloupe était partout en moi, partout où j'allais. Et Lettre ouverte à la femme créole, c'était ça. C'était autant une lettre à la femme qu'une lettre à la Guadeloupe, que je considère comme je dis souvent, une femme que nous ne cessons jamais de courtiser. Quand je rentre chez moi, j'ai les larmes aux yeux. C'est ça mon rapport avec la Guadeloupe. Parce que à te lire, que ce soit Neg Magazine, qui est finalement, comme tu le dis si bien, qui est un magazine littéraire pour les intellectuels, artistes décoloniales, avec aussi tes écrits propres sous la plume de ton nom, que ce soit avec les thèmes de femmes, de décolonisation, de politique et d'amour aussi que tu prodigues pour ton île justement. Est-ce que tu as l'impression que tu aurais finalement une plume militante, que écrire, comme tu dis, écrire, c'est tu écris pour aimer, mais finalement aussi aimer la Guadeloupe, comme je l'ai dit précédemment, c'est un acte militant. C'est aussi dire qu'on a le droit d'aimer la Guadeloupe avant la mère patrie, et ça c'est entre guillemets. Donc pour toi, est-ce que ta plume est ton acte militant en fait? Est-ce que tu es une écrivaine militante sur cette scène littéraire antillaise? En tout cas, je l'espère. C'est-à-dire que j'aimerais bien, effectivement, je serais ravie que l'on me définisse de cette façon-là. Moi, j'estime que je milite, mais il y a aussi le regard de la société. J'estime que je milite en écrivant parce que écrire est un acte de résistance. Une société où souvent on cherche à censurer certains supports, certaines formes d'expression. D'ailleurs, les sociétés du monde ont connu ça, la censure de l'écriture, de livres, etc. Il n'y a pas si longtemps, les femmes étaient encore censurées, donc elles utilisaient des pseudonymes, etc. Donc pour moi, c'est super important déjà d'être femme et d'écrire. Ensuite, d'être femme comme moi, je me définis en tant que femme, et d'écrire. Ensuite, d'écrire, parce que écrire, comme je disais, c'est résister. Et aussi, écrire sur mon île. Écrire à propos de mon île, mais pas d'une façon doudouiste. Pas d'une façon où, en fait, je brosse un portrait un peu idyllique, venez en Guadeloupe, c'est les belles plages, etc. C'est surtout pas le message que je veux envoyer. J'ai toujours, en tout cas quand j'ai commencé en 2016, même avec mon premier livre, j'écrivais la Guadeloupe, j'écrivais sur la violence de la Guadeloupe, mais j'écrivais sur le fait que pour moi, cette violence était liée à un manque d'amour et que cette violence avait déjà un lien et a toujours eu un lien avec la violence coloniale. Donc j'ai toujours été consciente de ça depuis très jeune en écrivant. Je pense que ça vient de mon éducation aussi. Donc je n'ai jamais été vraiment dure envers la Guadeloupe dans mes écrits. C'est-à-dire que même si je vais parfois être en colère contre mon île, ça m'est arrivé en étant plus jeune, j'ai appris à développer cet amour dans l'écriture et aussi cette sincérité. Je veux qu'elle soit écrite, je veux que le pays soit écrit
comme il l'est en fait. Et c'est d'ailleurs une mouvance que les écrivains de la négritude avaient pris après l'école doudouiste. C'était justement venir casser ce paysage idyllique et affirmer toute l'essence du pays, en fait, toute l'essence de dire que chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, mais c'est comme ça. Et on règle nos problèmes ensemble, en fait. Je ne viens pas cracher sur mon peuple. Je ne suis pas distancée du peuple. Je n'écris pas en disant, enfin, j'espère en tout cas, je n'écris pas en disant les Antillais sont comme ça parce que je me distance des Antillais. Non, j'écris parce que je fais partie du peuple et qu'on doit apprendre ensemble, en fait. Donc, j'ai appris des meilleurs et je pense que j'aimerais bien aussi que, oui, ces écrits servent, mais surtout servent à consolider un amour que les Guadeloupéens ont pour la Guadeloupe, ou que peu importe quel Antillais qui mis à pour son île, en fait, c'est surtout ça l'écriture. Donc je pense que oui, c'est une écriture militante. Et comme je dis pour Neg Magazine, c'est un magazine marron. Donc c'est une écriture qui ne se limite pas, qui ne se censure pas, qui n'est pas financée, on l'espère pendant très longtemps encore, qui en fait dit les choses comme ça doit être dit. En fait, le premier numéro de Neg Magazine, par exemple avec le scandale du chlordécone, je n'ai censuré personne, tu vois. J'ai eu Jay Hassani qui insulte et qui est quand même dans le magazine. Tu as des insultes, même dans, par exemple, je prends le cas du magazine numéro 2, tu as un des intervenants qui marque Dieu ne sauvera pas le nègre. Tu sais, ça peut offenser de le dire. Mais en fait, je pense que parfois, la déconstruction, c'est être offensé, c'est être en désaccord, c'est discuter. Tout est discutable, en fait. Et je veux que Neg Magazine reste ce support de discussion, en fait, où l'on apprend ensemble. C'est pas l'étranger qui va venir nous apprendre. C'est pas le sauveur blanc qui va venir m'apprendre quoi que ce soit. C'est pas la France, c'est pas le colon qui va m'apprendre quoi que ce soit. Non, j'apprends qu'on est capable d'apprendre. Et on a toujours appris, on n'a pas attendu des autres pour se développer, en fait, pour émanciper notre culture, etc. Donc, c'est aussi reprendre la place du paysage antillais. Et justement, quand tu parles d'écrire de ton peuple, c'est quelque chose que, en effet, tu as rigolé justement un petit peu avant en disant que c'est la thématique et c'est compliqué parce que c'est justement parler du peuple, c'est aussi parler de l'identité. Et c'est une question qui, que ce soit pour toi ou que pour moi ou en fait pour beaucoup de personnes, c'est une question qu'on se pose depuis qu'on est petit, qui on est vis-à-vis des Guadeloupéens, qui on est vis-à-vis des Antillais et qui on est d'un point de vue plus national vis-à-vis de la France. Et parler du peuple, c'est aussi admettre que nos histoires sont malheureusement, alors ça va être super bizarre ce que je vais dire, mais malheureusement imbriquées à un héritage colonial, à des descendants de colons, avec des descendants de travailleurs engagés, avec des descendants d'esclaves, et qu'en fait de cette descendance imbriquée et complexe et complètement contradictoire en elle-même, puisque ce sont tant en fait des victimes que des abuseurs, tant que l'esclavagiste que l'esclave, qui en fait vivent ensemble. Et j'ai l'impression que lorsque j'essaye de décrire mon peuple, dès que j'essaye de décrire que pourrait être l'identité, en tout cas de mon point de vue guadeloupéenne, que pourrait être l'identité guadeloupéenne, je me retrouve à ce mur où les personnes me disent mais comment vous faites pour vivre avec, par exemple, des descendants d'esclavagistes quand vous savez que telle et telle chose se sont passées. Et je crois que pour le moment, j'ai vu cette question pour le moment, j'ai aucune réponse. Tout ce que je sais, c'est que, et je reprends les mots de Ambre concernant la langue créole, c'est que tout évolue. On évolue. Et on évolue, mais on évolue avec aussi nos traumas et comment en fait vivre dans une société qui est quasiment prête à exploser racialement. C'est décrire en fait comment on a un amour pour l'autre, mais comment il y a aussi une certaine haine avec en fait des individus qui n'ont malheureusement rien à faire, qui ont rien à voir avec leurs descendants, mais qui portent en eux soit l'histoire lourde d'être un descendant d'esclavagiste ou d'être un descendant d'esclaves ou de travailleurs engagés. Et je sais pas, est-ce qu'éventuellement
quand il t'arrive de penser à ton peuple, est-ce qu'il t'arrive de penser à cette contradiction, à cette complexité raciale qui fait que parler du peuple, en fait, ça nous pose à nous demander est-ce qu'on est véritablement unis? C'est très très fort ce que tu as dit, c'est très intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs l'ouvrage de Mathieu Gama, Le jour où les Antilles. Oui, tout à fait. Quand j'ai lu ce titre, j'ai eu toutes les réflexions que tu viens de nous partager. Quand je pense à mon peuple, je me rends compte effectivement de ce grand paradoxe qu'il y a, de toutes ces, je dirais, de toutes ces branches, en fait, de toutes ces racines diverses que nous avons. Récemment encore, il y a eu justement la publication d'une liste je ne sais pas si tu as été au courant, d'une liste qui était une liste de références que l'on pouvait consulter sur Internet pour savoir qui dans nos ancêtres avait été esclave et qui dans nos ancêtres avait été justement détenait des esclaves en fait et qui avait reçu des compensations à la suite de l'abolition de l'esclavage. Donc ça a été, je pense, une étape, je dirais, intense parce que moi j'ai été sur ce site pour voir un peu je suis dans cette recherche en fait de mes ancêtres, qui a composé ma famille, etc. Ma mère, c'est un mélange, c'est-à-dire que ma mère, elle a autant indien qu'un, mais elle a aussi des personnes, des blancs en fait venus de l'étranger. Je dis blanc, mais on s'entend de quoi je parle, parce que c'est finalement un concept qu'une couleur. Donc des blancs qui sont venus justement de l'étranger, qui vivaient en Guadeloupe, et ça a donné un mixte qui fait que ma mère aujourd'hui est issue de ce mélange en fait. Pour moi, c'est une question qui est, je dirais, très émotionnelle, dans le sens où tu te demandes des fois effectivement est-ce qu'on est peuple? Moi, c'est mon souhait, c'est le souhait de tous, je pense finalement. Profondément, c'est le souhait de tous, c'est d'être peuple et de s'émanciper. Mais il y a des questions qui ne sont pas réglées. Et la question de l'identité est une question qui n'est pas réglée. Parce qu'on s'entend que même si l'identité, comme je disais, je la trouve pas construite, l'identité antillaise, mais même si elle était construite, même si certaines personnes te disent l'identité, c'est quelque chose de réglé, mais elle serait construite dans un système et née dans un système que nous cherchons à abolir en fait. Ça veut dire qu'il faut aussi remettre l'identité en question. Tu vois? Et c'est cette question qui me peinture de plus en plus dans mes créations. C'est que je me demande, qu'est-ce que l'identité antillaise? Est-ce que je prends toutes les personnes qui vivent, par exemple, quand on parle d'identité guadeloupéenne, est-ce que je prends toutes les personnes qui vivent en Guadeloupe? Est-ce que je prends aussi les personnes qui vivent à l'étranger, mais qui ont des parents nés en Guadeloupe, mais qui n'ont jamais grandi en Guadeloupe, qui n'ont jamais côtoyé la culture, que la culture n'intéresse pas, etc. Est-ce que je prends toutes ces personnes aussi qui ne se sentent pas, parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui disent « ouais, mais je me sens pas antillais », tu vois. Donc, ça arrive aussi. Est-ce que je dois définir ces personnes-là comme étant antillais? Est-ce qu'en fait, les békés, moi, ça m'est déjà arrivé de me poser la question, est-ce que pour nous, les békés sont antillais? C'est des questions que je me pose parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'être antillais finalement? Est-ce que c'est contribuer à l'émancipation de son peuple, contribuer à construire une société, puisque nous avons des peuples de migration en fait, issus de migration, de déportation. Donc tu as l'arrivée massive des Syro-Libanais, tu as l'arrivée massive aussi des Indo-Guadeloupéens, etc. On s'accorde pour dire que, en général, moi je pense que tout le monde pense que ce sont des Antillais, des Guadeloupéens, mais ça m'est arrivé dans certaines discussions d'avoir des personnes qui mettaient une réserve, par exemple, pour les Syro-Libanais, par exemple, ou alors pour les Haïtiens. Pourtant, ce sont des gens qui sont arrivés sur notre île et qui ont contribué à la construction de cette île et qui aussi ont créé donc des générations sur des générations. Donc, c'est une question qui n'est pas réglée. Et on le voit à chaque fois qu'il y a, comme tu dis, des mouvements sociaux, on se rend compte qu'elle n'est pas réglée, cette question. Même en termes de politique, même au niveau des enjeux politiques, etc. Un programme n'est toujours pas fait. Et ce qui est intéressant, c'est que
J'ai une amie, Michèle Martineau, qui étudie profondément cette question sur sa thèse. J'ai hâte que sa thèse soit publiée, qui parle de toutes ces complexités en fait autour des questions identitaires aux Antilles, qui finalement ont un impact en fait sur sur l'évolution statutaire en fait des Antilles. Donc tu te rends compte que c'est une réflexion tellement et tellement profonde, et je peux comprendre que certains ont du mal du moins à se confronter à cette question-là. C'est très difficile d'y répondre comme ça, se dire mais qu'est-ce que Antillais? Moi je serais curieuse de faire un micro-trottoir et d'entendre des réponses. Mais c'est vrai que la question de la couleur de peau, la question de la culture aussi. Est-ce que si je suis noire, ne pas aimer le carnaval fait de moi moins antillais, mais en même temps, il y a la prédominance de la couleur de peau qui fait que sur l'échelle de qui est guadeloupéen, je suis mieux placée que telle personne. En fait, c'est vraiment trop bête, mais il y a tellement de règles dans ce jeu de l'identité, qui est qui, et que personne hormis en fait les personnes noires qui ont cette faculté de dire haut et fort qu'ils sont guadeloupéens, et personne leur dira je te crois pas, ou je ne pense pas, ou es-tu sûr. Et c'est vrai que par exemple quand ma mère dit très souvent que je parle beaucoup de mon père dans le podcast, mais c'est un peu ma référence, parce que ça a toujours été la personne qui s'est toujours revendiqué guadeloupéen. Il est créolophone, il parle français que quand il est obligé. Donc il est créolophone. Ah ouais. Ouais, non, c'est. Non, ça c'est ma vie, ça. Tu sais pas. Écoute, moi aussi, écoute, je voudrais pouvoir avoir cette faculté de plus avoir peur de parler créole, mais bon, ça viendra. Malheureusement, comme je dis toujours, je n'ai pas l'accent. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai juste pas d'accent. Mes frères, c'est pareil, on a 0 accent. Et ce qui fait que c'est un petit peu compliqué quand je veux à chaque fois parler créole, mais bon, bref. Mais c'est vrai que mon père il dit toujours je suis guadeloupéen, mais il va pas par exemple le carnaval ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête quoi. Par exemple les courses de bœufs, tu vois, les charrettes de bœufs, ils s'en fichent aussi. Il y a plein de trucs culturels comme ça que mon père il s'en fiche. Il a vraiment aucune fascination pour, ou ça ne l'intéresse plus. Mais s'il dit ça à quelqu'un, s'il dit ça à un autre Guadeloupéen, quelqu'un va dire ok. Si par exemple je dis les mêmes choses, je vais avoir des critiques. Et je pense que avec cette saison, avec la question, parce que finalement c'est ce que je pose, j'ai maintenant posé à plusieurs personnes, donc à plusieurs femmes maintenant, qu'est-ce que l'identité? J'ai des réponses tellement différentes que je me dis, mais parler du peuple guadeloupéen, parler d'un peuple antillais est tellement compliqué parce que personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire. Et peut-être que c'est tant mieux en fait. Parce que dans ce cas-là, on permet à des personnes justement de pouvoir rentrer dans cette définition non définissable. C'est ta question des béquets, sont-ils les béquets sont-ils des Antillais? Et c'est une vraie question. Moi, tu vois, j'ai tendance à dire oui, ce sont des Antillais parce que ces gens-là sont depuis tellement de générations. Et je suis même pas sûre qu'ils peuvent se revendiquer français. Je me suis posé cette question-là parce que souvent je disais, par défaut de langage, je disais les Antillais et les béquets. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est ça. Ouais. Les gars sont là depuis des années, en fait. Les Antillais, les béquets, comment ça, en fait? Parce que finalement, ce sont des Antillais. Et c'est pour ça que la question qui est la plus importante pour moi, c'est le peuple, en fait. Qui fait peuple avec qui? Si tu es antillais, tu as envie de faire un peuple avec ton peuple antillais. Ouais. C'est-à-dire que tu ne te vois pas nécessairement vivre sur la misère des autres, sur la richesse, exploiter des choses qui ne devraient pas te revenir, etc. Parce que c'est la question qui se pose énormément avec les béquets. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait cet héritage en fait colonial, et le fait qu'on ait sur des territoires des descendants d'esclavagistes qui détiennent encore, c'est ça qui se passe, qui détiennent encore des plantations, etc., ça te renvoie sans cesse à cette image coloniale, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que, finalement, dans notre façon de penser, on va toujours, car les gens comme moi, on se distance des béquets. C'est-à-dire que par défaut de langage, moi, ça m'arrive jusqu'à maintenant de dire, mais les Antillais, les béquets. Et je me suis rendu compte, mais pourquoi tu dis ça?
Parce que finalement, ce qui compte, c'est de faire peuple, en fait. C'est-à-dire qu'on ne distance pas, même si on reconnaît on reconnaît qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs communautés, etc. Mais on dira les Guadeloupéens et les Indo-Guadeloupéens. Tu vois, les Indo-Guadeloupéens font partie du peuple guadeloupéen. C'est pas une distance que l'on va mettre. Par contre, pour le béquet, on va vraiment se distancer, en fait. Donc, pour moi, c'est une vraie question et je n'ai pas de réponse à ça parce que je suis profondément en colère en même temps. C'est ça aussi. Parce que je peux pas cacher que je suis en colère, qu'il y ait une communauté, surtout en Martinique, je crois que c'est vraiment en Martinique, c'est très, très, très présent, une communauté qui constitue un Békéland, etc. Donc, qui constitue vraiment une communauté à part, en fait. Ça fait un peu comme encore une forme de hiérarchie socio-raciale. Ça me dérange profondément. Je ne pourrais pas mentir et dire que je ne suis pas en colère contre ça. Je pense que c'est humain de se sentir révolté. Et plus tu étudies ton histoire, plus tu étudies ce que ton peuple a traversé. Et je pense que plus tu es en colère, mais en même temps, plus tu comprends certains mécanismes que nous avons. Donc, c'est censé te rendre un peu plus indulgent envers ton propre peuple, en fait, qui constitue pour moi un enjeu majeur, en fait, dans la littérature. Tu as maintenant des travaux qui s'intéressent à ce rapport, je dirais ce lien entre le fait de ne pas se définir, le fait d'avoir du mal à se définir et le fait, en fait, de ne pouvoir accéder à une évolution statutaire. Ouais. Donc, la dépendance est peut-être énormément liée à l'identité. Et ça aurait beaucoup de sens puisqu'en effet, lorsque je disais je voudrais bien que la Guadeloupe soit indépendante, j'avais beaucoup de retours ou en tout cas de commentaires critiques qui disaient mais qu'est-ce qu'on va faire sans la France? Et ce qui est dommage, et je te rejoins parfaitement sur le point de la frustration, de la colère, c'est qu'en fait devoir se rendre compte de qui nous sommes, c'est devoir accepter malgré nous le fait que nous avons un parcours entrecroisé en fait avec nos agresseurs, abuseurs. Et c'est ce que j'ai pu constater en tout cas, et c'est encore une fois la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié Lettre ouverte à la femme créole, c'est que tu permets en fait de laisser tous ces sentiments sortir, et tu les as justement personnifiés avec des personnages. Donc tu avais plusieurs femmes dans ton livre. Pour lequel qui en fait représente un sentiment, ou en tout cas une situation de ton état sentimental vis-à-vis de la Guadeloupe ou vis-à-vis de comment tu es en tant que femme, en tant que Guadeloupéenne. Et alors malgré moi, quand je suis tombée sur le personnage Mélissa, je t'avoue que ça m'a fait vraiment bizarre, puisque tu dis et finalement Mélissa englobe le tout, l'amour, la souffrance, l'oubli, la mort. Elle s'ouvre, vit, donne vie aux choses. Alors, oh là là, quand j'ai lu ça, je me suis sentie mais touchée, genre comme si on m'avait donné une claque, mais en même temps, on m'avait réveillée. Et puis, je me suis dit, mais waouh. Et quand tu as fait ce résumé, je me suis dit, mais elle vient de faire le résumé de ma vie, là, c'est pas possible. Et comment en fait parler des femmes, parler du peuple, c'est parler aussi par des sentiments. Et quand on a des sentiments de frustration, des sentiments de colère, quand tu parles de la violence et tu parles de la violence coloniale, comme on peut même parler de notre amour pour notre voisin, pour cette personne qui n'a pas la même couleur de peau que nous, mais qui se revendique guadeloupéen, il y a tous ces sentiments qui sont tous très intenses, quand on aime en Guadeloupe, on aime passionnément. Quand on est en colère, on peut être terrible. Ah ouais. C'est tout est dans la passion, et tout est dans la vivacité de nos émotions, et tout ça se rejoint beaucoup dans l'identité parce qu'on le vit tous ensemble. Il y a quelque chose de l'émotion, l'émotion communautaire, j'ai envie de dire, ou de peut-être je sais pas comment je pourrais le dire, mais il y a ça qui revient aussi et que j'ai beaucoup apprécié. Émotion collective, merci. C'est vraiment le mot, et ce que tu dis me rappelle un peu ce qu'on a vécu durant la période LKP. Quand je voyais toutes les personnes dans la rue, tu sentais
cette mouvance, cette émotion en fait collective en fait, ce qui nous unit finalement et avant tout, hein, j'ai l'impression qu'avant même la culture, ce qui nous unit, ce sont des émotions, des traumatismes en fait. C'est quelque chose qui nous consume, c'est quelque chose qui nous construit. C'est puissant de dire ça parce que souvent on ne se rend peut-être pas compte de ça, mais ça c'est un lien que nous avons tous entre entiers en fait. La façon dont déjà on s'est construit au sein de la société, le regard en fait qu'on a eu sur nous-mêmes qui est énormément influencé par les codes dont nous avons hérité. C'est d'ailleurs pour ça que la place de l'émotion dans cette société, c'est très paradoxal parce que malgré le fait que c'est un lien qui nous unit, ces émotions, mais ce sont des émotions qui ont du mal aussi à être exprimées. Tout à fait. De plus en plus, en fait, de personnes, de jeunes, d'intellectuels, concentrent leurs œuvres sur l'expression de ces émotions. C'est ça qui est magique, en fait. C'est qu'on se rend compte aussi, on prend conscience, en fait, du lien que nous avons de ce socle commun. Et c'est toute la beauté de nos créations antillaises, en fait, de nos créations artistiques, spirituelles, toute forme de création, en fait. On se rend compte que maintenant, de plus en plus, on laisse place à l'émotion, quand à l'époque, ce n'était peut-être pas le cas. On cherchait un peu plus à atteindre cette émotion commune. Parfois, tout le monde souffrait, mais tout le monde souffrait en silence. Tout à fait. Maintenant, tout le monde souffre, mais tout le monde souffre en disant « je souffre ». Nous souffrons, tu vois. Ça, c'est beau. Et c'est ce que tu espères faire dans tes prochaines... Comment, en fait, comment vois-tu, en fait, tes écrits prochainement ? C'est une très bonne question. Alors, c'est sûr que ces thèmes resteront prédominants. Je pense que je me suis fait à l'idée aussi qu'écrire sur mon peuple est aussi une mission de vie, je pense. Je pense que tant que le travail de décolonisation n'est pas abouti, c'est un devoir en tant que créateur de quelque chose, de pouvoir créer quelque chose de plus grand que nous qui permette justement l'émancipation, la décolonisation, la liberté. Parce qu'on ne connaît pas cette liberté. Tu sais, dans l'écrit que je suis en train de faire, en fait, j'ai fini un livre récemment qui s'intitule Écriture marronne, corps et colonialité, en fait, que je dois publier cette année. Il n'est pas encore sorti, non ? Non, il n'est pas encore sorti, je dois le publier cette année. Là, je traite aussi un peu de mon rapport avec certaines choses que j'ai vécues au Canada, hein, parce que le Canada est aussi une société qui a ses problèmes. Tu vois, et en tant qu'immigrante, tu te rends compte encore mieux de ces problèmes-là. Du coup, ça traite un peu de ça et ça revient aussi sur les thèmes que j'ai l'habitude d'aborder, mais surtout encore plus dans l'émotion parce que, comme je dis, l'écriture est évolutive, je grandis, je mûris, l'écriture me voit mûrir et du coup, certains sujets évoluent aussi. Ma façon de voir, d'expérimenter, ça change. Dans cet écrit, j'ai certains passages où je dis, on me parle de liberté, mais la liberté qu'on me propose, c'est pas celle que je veux. C'est pas cette liberté-là. Et tu la vois comment, ta liberté ? Une liberté totale, mais déjà totale d'un point de vue émotionnel. Donc, une émancipation vraiment des émotions. Hein. J'emploie beaucoup ce mot, mais émancipation, c'est le mot qui me ressemble le plus. Une liberté totale, intellectuelle, nos propres références. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, soyons nos propres références. Arrêtons avec ces références extérieures. C'est bien d'en avoir, mais c'est pas ça qui doit être le socle commun, c'est pas ça qui doit être le centre. On a nos propres références. Quand on a un gars comme Frantz Fanon, je dis un gars, c'est vulgairement, quand on a une figure emblématique comme Frantz Fanon, qui est l'un des pères des théories postcoloniales, au point que l'on étudie Frantz Fanon dans ma petite ville de Sherbrooke reculée du Canada, qui est profondément antillais, qui a en fait participé activement en fait à l'indépendance de l'Algérie. Quand on a une figure comme ça, c'est une figure qui est une référence. Pourtant, beaucoup de gens encore ne connaissent pas Fanon, aux Antilles en tout cas. Parce que Fanon, lui, il est connu de façon internationale.
Il est connu au point qu'il soit censuré dans les prisons les centres pénitentiaires des États-Unis, genre la prison de Michigan, si je m'en rappelle bien. On ne veut pas donner accès aux prisonniers à ces livres, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point. Ah ouais, je savais pas du tout. Tu vois, c'est pour te dire à quel point François Hamon constitue une menace, mais c'est une référence en fait. Et il est une menace parce qu'il a étudié profondément le colonialisme. Il a étudié la violence coloniale. Il a étudié tous ses rouages. Il les a mis dans des livres pour les Antillais. C'est ce qu'il a laissé, c'est son héritage et c'est notre héritage. Encore peu de personnes prennent conscience de ça. Mais quand tu as une figure comme ça, mais on a des références au top du top en fait. Ils vont se rendre compte de ça. La liberté intellectuelle totale, c'est déjà d'être sa propre référence, d'avoir ses propres référents issus de nos propres communautés, de les reconnaître, de ne pas attendre que l'étranger le reconnaisse pour le reconnaître, parce que beaucoup d'écrivains, on le dit pas, mais beaucoup d'écrivains sur la scène littéraire ont été reconnus à l'étranger avant d'être reconnus chez eux, tu vois. Donc c'est ça qui est important, c'est aussi cette liberté intellectuelle, la liberté de se définir et de comprendre que ce regard occidental, cette vision coloniale n'est pas une vision qui nous correspond. Nous devons être le centre de nous-mêmes. Moi, je suis pour ça. Je suis pour retourner au soi-même. Je m'occupe de moi avant de m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Je m'occupe de mon peuple. J'écris sur mon peuple avant d'écrire sur d'autres personnes. J'aime écrire sur des personnes spéciales. Mon peuple, pour moi, ce sont des personnes spéciales. J'aime écrire sur l'amour que j'ai pour mon île, en fait. Et pour moi, c'est déjà une première forme de résistance. De dire au monde, mon île existe, en fait. J'existe. On n'a pas attendu que vous nous demandiez d'exister. On n'existe pas par vos yeux. Et c'est ce que je dis dans mon roman, dans mon livre actuel. Je dis que je n'existe pas par le regard canadien. Que le Canadien me dise que j'ai la chance d'être chez lui. Non, en fait. Il a la chance de m'avoir. J'immigre chez toi. Je viens t'apporter quelque chose. Mais ensuite, je retourne chez moi, en fait. Ça, pour moi, tu vois, c'est pour ça que pour moi, mon île n'est pas détachable de moi. Et ça rentre dans tout ce qui est notion d'intégration, d'assimilation. Je suis totalement contre. Je ne me sens pas du tout intégrée, je ne souhaite pas m'intégrer. Je suis de passage. Ça peut durer quelques années ou pas, mais je suis de passage. J'ai un endroit qui m'aime, j'ai un endroit que j'aime, et je veux que cet endroit-là rayonne. Donc mon énergie va pour le rayonnement de mon peuple, et c'est tout. Me demandez pas autre chose, j'ai pas encore le temps pour autre chose, tu vois. Donc c'est surtout ça. Donc pour la suite, je pense que oui, pour revenir à ta question, parce que je me suis éparpillée, les thèmes resteront, ces thèmes-là resteront là. Après, c'est sûr que je peux toucher beaucoup plus de supports. J'écris déjà de la fiction en vrai, hein, parce que Forme c'est en mousse, c'est une fiction en fait. Je pense que même dans la fiction, on a des messages à faire passer. Voilà. Tout à fait. En tout cas, je suis tout à fait d'accord. Ce sera mon mot de fin pour cette question. Ah oui, tu as de toutes les façons, waouh, tes mots étaient très touchants, très poignants aussi, et qui font foi de ton militantisme en fait. Et tu sais, je me suis même demandé si t'étais féministe décoloniale. Je ne sais pas si t'avais eu le temps de te poser la question de cette étiquette. Mais bon, en tout cas, à t'entendre, c'est ce que ça me fait penser. Je sais pas si tu as dingue parce que c'est tout le temps ça revient. C'est-à-dire que on me demande en fait quelle vision que j'ai, est-ce que je me situe dans le féminisme décolonial, radical, etc. Pour l'instant, j'ai encore du mal à définir le mouvement que je suis. C'est-à-dire que étant en train d'étudier encore le féminisme, je veux étudier toutes ces sphères avant de pouvoir dire ce mouvement me ressemble. Ouais, je comprends. Pour François Hamon, je pourrais te dire oui, le fanonisme, c'est sûr. Pourquoi? Parce que le fanonisme, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai étudié. J'ai lu des gens qui ont écrit sur Fanon. Tu vois, donc je peux te dire que ça c'est moi. Ça c'est moi. Mais c'est vrai que je suis un peu plus dans cette phase de ma vie
où je veux tellement plus de ce système-là. Je suis tellement dans une phase de déconstruction que construire quelque chose à l'intérieur d'un système que je veux déconstruire me pose problème. Ouais. Donc ça va être plus l'anarchie qui va me ressembler, l'anarchisme que je lis de plus en plus, fait que j'ai commencé tout juste à me renseigner dessus parce qu'on m'a dirigé vers ça, on m'a dit tiens toi t'as un peu un discours d'anarchiste, mais en fait c'est vraiment la vision que j'ai, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal avec le fait de construire des choses à l'intérieur d'une vision occidentale. Moi je ne veux pas de la vision occidentale. Donc c'est pas la vision occidentale qui va me définir, me donner des mouvements, etc. Non, je veux quelque chose qui est sur mesure pour mon peuple, en prenant toute l'identité, comme on disait, toute l'identité que nous avons, toute la diversité que nous avons. Et pour l'instant, je ne retrouve pas ça encore. Donc ça viendra avec le temps sûrement, comme ça peut jamais venir. C'est pas important pour moi de me définir à ce niveau-là. Je laisse le choix aux autres de le faire. Du coup, t'as répondu parfaitement à ma dernière question, du coup, puisque je vous souhaitais savoir quelle serait la suite. Et donc, tu m'as très bien répondu. Malheureusement, ça va être la fin de notre interview. Je ne sais pas si tu as alors, je sais que tu avais dit tout à l'heure, voici mon petit mot pour la fin de la question. Je ne sais pas si tu en aurais un autre éventuellement de mots, commentaires ou quoi que ce soit à dire de fin. Je pourrais juste dire que je souhaite à tout le monde du moins, je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver sa voie, en tout cas, de se déconstruire, c'est important, c'est-à-dire de faire ce processus de tuer le colon qui est en nous et parfois même dans nos créations, dans notre vision, dans notre regard, le regard que l'on pose sur l'autre qui vit avec nous. C'est très important de se déconstruire avant de vouloir déconstruire tout autour. C'est important de se décoloniser soi-même. Tout à fait. Je me rappelle qu'une militante martiniquaise disait que la décolonisation touche l'intimité. Alors, je souhaite en tout cas à toutes les personnes qui créent ou qui ne créent pas, qui écrivent ou qui n'écrivent pas, de pouvoir être leur propre référence et de créer des références, parce que nous en avons besoin en fait pour les générations futures. Il faut que cette génération-là laisse des traces, des marques sur tout type de support et qu'elle ouvre sa bouche en fait, qu'elle ne se censure pas. Voilà, ce sera juste mon mot de fin quoi. En tout cas, je tiens à te remercier puisque peut-être que je m'avance pas en disant que tu fais déjà partie de cet effort justement de trace, d'héritage. Pour tes écrits militants, ta douceur aussi, ton honnêteté, et on parlait à nouveau des émotions, donc pour l'émotion collective, l'émotionnalité, l'émotivité. Bref, parler, des fois, je me dis, mon français va de mal en pis. Bref, mais du coup, parler de tout ça aussi fait partie de cet acte militant, de ces traces militantes que tu vas laisser pour les générations futures. En tout cas, je tiens à te remercier beaucoup pour ta présence. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. J'ai hâte de lire ton prochain livre. Il va s'appeler comment ? Écriture en marronne, corps et colonialité. J'espère que tu vas nous faire une petite publication pour qu'on puisse savoir quand il va sortir. Et en bien tout cas, sûr. Tant mieux, parce que déjà rien que le titre est très alléchant, je dois te l'avouer. En tout cas, je tiens à te remercier à nouveau et je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt peut-être. Merci à toi Mélissa, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. Ça me fait vraiment plaisir, j'avais hâte. Merci Mélissa, bonne continuation à toi et on se tient au courant. Ça marche, salut. C'était Femme Cachai Eco. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et me contacter sur femmecachaileco@gmail.com. Et désormais, le podcast a un site internet. J'y ai mis énormément de temps, il faut y aller, donc c'est femmecachaileco.com. Et surtout, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast afin que le projet soit plus visible, avec 5 étoiles de préférence. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison.